Mesdames et messieurs, bienvenue sur la Télé École, la chaîne 100% éducative. Vous êtes sur le plateau de Science Tech, qui est une émission qui aborde tous les sujets scientifiques et technologiques. Aujourd'hui, nous avons la chance de parler d'un sujet d'actualité. Il s'agit de la réalité virtuelle. C'est un terme qu'on entend beaucoup, mais qu'on ne réalise pas forcément. C'est quoi le concept? De quoi ça parle? Comment est-ce qu'on procède là-dedans? J'ai un invité qui m'aidera à pouvoir comprendre ce terme-là, réalité virtuelle, et il s'agit de monsieur Mamadou Ouri Diallo. Bonjour monsieur. Bonjour Féloria, enchanté. Merci, j'espère que vous allez bien. Ça va très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la Télé École. C'est tout un honneur, le plaisir pour moi. D'accord. Alors, pour passer à sa profession, monsieur Ouri est un développeur de réalité virtuelle, mais aussi un coach en développement de jeux vidéo. Waouh, c'est un dossier vraiment fourni. Je pense que ça passe complètement avec la thématique d'aujourd'hui. Ah, j'espère, j'imagine bien. Bah, écoute, c'est des éléments qui vont souvent ensemble, donc oui. D'accord. Donc, on va directement rentrer dans le vif du sujet et commencer par la première question. Comment peut-on définir la réalité virtuelle? Alors, pour définir la réalité virtuelle, c'est quelque chose d'assez simple. Donc, beaucoup de gens le voient, mais ne savent pas exactement ce que c'est. En fait, c'est le fait de porter un équipement, ce qu'on appelle un casque de réalité virtuelle généralement, et d'être embarqué dans un monde complètement virtuel qui est un peu coupé de la réalité. D'accord. Qui est complètement coupé de la réalité. Donc, on porte un casque, on est emporté dans un monde, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une autre ville, ça peut être un jeu, ça peut être une salle de classe, et on est entouré d'autres éléments complètement virtuels, et cela se passe en 360 degrés, c'est-à-dire tout autour de nous. En fait. C'est une belle expérience, hein. Ouais. Et j'aimerais bien en tout cas la faire. C'est vraiment, et c'est un monde un peu féerique ou bien c'est tiré de la réalité? Alors, on a bien dit réalité virtuelle. Donc c'est une virtualisation de la réalité. Parfois ça peut être féerique, parfois ça peut être une simulation de la réalité, comme par exemple aujourd'hui je peux dire que je veux aller visiter New York par exemple. Je peux être dans les rues de New York à travers mon casque et visiter tranquillement. Wow. Donc ça peut être les deux, ça peut être féerique ou réel. Ah, d'accord, je vois. C'est tellement intéressant, franchement, là, le thème réalité virtuelle, on entend ça un peu de partout. On voit des personnes avec des casques qui font des expériences. Mais les gens ne comprennent pas forcément d'où c'est parti et comment c'est arrivé. Justement, on va parler de ça. Comment c'est arrivé? Et quel est son but aussi? Ah oui. Alors, bon, il y a énormément de buts aujourd'hui pour la réalité virtuelle. Donc déjà, pour revenir sur comment c'est arrivé, avant, ce que nous appelions réalité virtuelle, en fait, avant ce qu'on faisait pour les expériences de réalité virtuelle, c'est par exemple, on monte un téléphone sur un carton et on nous fait expérimenter des choses. Et ça, c'était carrément statique. Donc, on vivait juste la chose. Alors qu'aujourd'hui, on peut avoir des expériences où l'on agit en fait sur l'environnement. D'accord. On apprend, on fait des simulations, on s'entraîne. On en reparlera tout à l'heure. Ah d'accord, très très bonne réponse. Alors quels sont les domaines où la réalité virtuelle est utilisée aujourd'hui? Alors il y a énormément de domaines dans lesquels la réalité virtuelle est utilisée aujourd'hui. On en découvre encore aujourd'hui. Oui, et donc pour en citer quelques-uns, donc je dirais l'éducation. Imagine aujourd'hui quelque chose de très simple. Tu veux faire un cours d'histoire. Disons, ici au Sénégal, on parle souvent des rois, Lat Dior, Alboury Ndiaye et tout ça. Et si aujourd'hui, on pouvait vivre l'histoire de Lat Dior au lieu de juste l'apprendre à écrire, et si on pouvait vivre ça, être dans le royaume du Cayor, voir ce qu'il faisait et tous ces éléments-là, ça permet en fait d'avoir une certaine immersion dedans. Donc il y a ça, l'éducation, il y a également la santé. Aujourd'hui, il y a des personnes pour s'entraîner à faire la chirurgie, par exemple. Il y a différentes expériences qui permettent de s'entraîner. En fait, autre chose, le tourisme également. Donc aujourd'hui, on peut visiter des bâtiments sans les avoir vus. Des musées. J'ai vu une vidéo où on visitait un musée qui était aux États-Unis alors que la personne était en Afrique. Exactement, exactement. Et plein d'autres domaines. Tout à l'heure, on mentionnait l'architecture, par exemple. Donc aujourd'hui, on veut bâtir une maison, on peut la visiter avant même de l'avoir construite, déjà, en créant une expérience qui permette de faire ça. Et ainsi de suite. Il y a énormément de domaines dans lesquels cela peut être appliqué. Je vois, il y a beaucoup de personnes qui trouvent des points négatifs à la réalité virtuelle, mais là, en parlant, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses belles. Ah oui, c'est
Exactement ça. Alors, la plupart du temps, c'est que les gens pensent que lorsqu'on parle de réalité virtuelle, on parle directement de jeux. Oui. Certes, ça en fait partie. Donc, un des domaines, le jeu vidéo, forcément, ça en fait partie, mais ce n'est pas que ça. Oui. D'accord. Donc, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, les simulations, par exemple, en sécurité de bâtiments, comment gérer des incendies, etc. D'accord. Il y a beaucoup de... Franchement, c'est vraiment un beau domaine pour vous qui travaillez dans la réalité virtuelle. Franchement, j'adore. Peut-être que je vais faire une transition. On sait jamais. Alors, vous serez avec honneur. Oui, oui, vraiment, je peux faire une transition. En tout cas, on attend, on verra. Quels sont comme on parlait, il y a des gens qui trouvent des points noirs à ce domaine-là. Est-ce que vous pouvez nous donner les avantages et les inconvénients de l'utilisation de la réalité virtuelle au quotidien? Bien sûr, bien sûr. Donc, je vais déjà commencer par les inconvénients. Donc, comme tout produit, lorsque on utilise ça de manière excessive, il y a des problèmes. Comme par exemple, les personnes peuvent avoir des nausées, des problèmes de perception, des maux de tête. Oui. Généralement, comme le mal de mer, beaucoup de personnes ont ça au début, mais après, certaines personnes le surmontent beaucoup plus rapidement que d'autres. Par exemple, certaines personnes peuvent surmonter ça en quelques secondes, d'autres personnes, il leur faut plusieurs utilisations pour pouvoir surmonter ces effets-là. Ah ouais. D'accord. Mais aujourd'hui, il y a des techniques pour développer des solutions qui permettent de réduire ça au maximum. D'accord. D'accord. Et après ça, pour les avantages aujourd'hui, il y en a énormément. Donc, on prend un exemple. Par exemple, on part dans la science. Donc, disons, on fait un cours de sciences de la vie et de la terre. Donc, un cours de biologie, par exemple. Aujourd'hui, pour faire des opérations, lorsqu'on étudie à faire les opérations, donc, toutes les écoles n'ont pas forcément de labo. Oui. Et avoir un labo, c'est quelque chose qui coûte très cher. Très cher. D'accord? Et faire les expériences dedans, ça peut être assez cher. Mais cet investissement-là, l'école peut le faire sur des casques de réalité virtuelle et puis des expériences qui sont déjà créées et d'autres peuvent en être créées et le coût est beaucoup plus est moindre par rapport à s'ils faisaient cela. Autre chose, aujourd'hui, si une boîte veut faire des entraînements en simulation, comme par exemple les vols, des entraînements en vol ou bien des entraînements des simulations d'incendie au niveau des bâtiments. Comment éteindre un incendie dans un bâtiment? Wow, c'est vraiment approfondi, hein? Ouais, tout à fait. Comment éteindre un incendie dans un bâtiment? Avec certains casques qui coûtent, bon, ça dépend des amplis, qui peuvent coûter cher ou pas trop cher. En parlant de ça, quels sont les prix approximatifs? Alors, cela dépend parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs marques qui en font. Et donc, il y a des casques grand public, il y a des casques plus professionnels et donc les prix varient. Ça peut varier du prix d'un téléphone, comme un Samsung par exemple, tout comme ça peut atteindre le prix d'un ordinateur très haut de gamme. D'accord, c'est dit, je comprends. Donc voilà, et comme je disais, la réalité virtuelle également, comme ça permet de développer certains réflexes. Également, comme on disait, comme le jeu vidéo peut permettre de développer des réflexes, la réalité virtuelle aussi peut permettre de le développer. Comme par exemple, comme je disais tout à l'heure, ça permet d'entraîner des personnes à faire des tâches. Et de cette manière, lorsque ces personnes-là sortent, elles sont très rapidement opérationnelles. Elles n'auront pas besoin d'un certain temps d'adaptation pour pouvoir faire leurs tâches. D'accord. Mais je voulais aussi demander par rapport que lorsqu'on porte un casque, est-ce qu'on a la possibilité comment l'expliquer de manière très simple? Lorsque je porte un casque tout de suite et que je vous vois, par exemple, on va dire que tout ce plateau est imaginaire. Est-ce que si je touche cette table, j'ai l'impression de la toucher réellement? Ah oui. Donc pour cela, il y a ce que l'on appelle des effets haptiques. Donc généralement, la plupart des casques, ils ont des contrôleurs, des sortes de manettes que l'on tient. Et lorsqu'on prend contact avec certains éléments, il y a des vibrations qui sont créées à ce niveau-là. Aujourd'hui, il y a des entreprises aussi qui se spécialisent dans la création d'accessoires. Comme par exemple, certains créent des gants qui te permettent de ressentir, par exemple, la chaleur, le toucher, etc. Donc, mais c'est wow. Tout à fait. Mais l'utilisation de base, c'est les contrôleurs, le fait de les faire vibrer, et on peut régler le taux de vibration. D'accord. Pour dire que l'objet que l'on touche, il est lourd ou léger ou ces éléments-là. Mais aujourd'hui, des entreprises se spécialisent dans la création d'accessoires qui permettent d'enrichir les expériences en réalité virtuelle. Comme je disais tout à l'heure, les gants haptiques qui permettent de faire ressentir la chaleur ou la fraîcheur et tous ces éléments-là. Mais vous avez déjà testé, bon, c'est pas une question, je sais que vous êtes dans ce domaine, vous avez déjà testé un casque. Quelle a été votre, comment dire, votre réaction? Ressenti? Oui, le ressenti. Alors, ça fait, la première fois que j'ai utilisé un casque, c'était il y a quelques années de ça, je pense 6 ou 7 ans. Et donc, ce casque-là, c'était juste une immersion, donc c'était statique en fait. Donc aujourd'hui, les casques, il y a ce que l'on appelle les degrés de liberté au niveau des casques.
Donc, il y a ce qu'on appelle le degré de 3 degrés de liberté ou 6 degrés de liberté. Donc, lorsqu'on parle donc, on dit 3 DOF ou 6 DOF. Donc, le 3 DOF, c'est juste que on peut bouger la tête, en fait. D'accord? Sur tous les sens. Non, on peut contrôler la tête et tous les éléments. Alors que le 6 degrees of freedom, les 6 degrés de liberté, là, on a la possibilité de bouger dans l'espace. Et donc, ça prend en compte des repères, comme on dit, les repères par rapport à la tête et par rapport à tout le corps également. Alors que les premiers cas, c'était uniquement au niveau de la tête. Ah, il y a eu vraiment une évolution. Ouais, une très grosse évolution. Et aujourd'hui, ça avance de plus en plus parce que les casques, avant, ils n'étaient pas de très haute résolution. Aujourd'hui, on parle de casques qui ont des résolutions 2K, 4K et d'autres plus élevées et leur prix évolue par rapport à ça également. Oui. Et donc, ma première réaction, moi, ma première expérience, j'étais Superman. Je parcourais New York. Oui. C'était comment? Et donc, par contre, cette expérience-là, elle était, comme ça date, donc elle n'était pas très bien optimisée. Ça donne des maux de tête, en fait. Parce qu'on est Superman, on est en train de s'envoler, ça peut donner des maux de tête. Et après, on s'y habitue assez rapidement. D'accord. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, certaines personnes s'y habituent vite. L'adrénaline. Tout à fait. Et sinon, aujourd'hui, il y a d'autres expériences, plein d'expériences que l'on peut créer avec ça, qui sont extraordinaires. Ah, d'accord. Franchement, quand j'écoute la manière dont Monsieur Ouri développe le sujet, moi, ça me donne envie de tester. Je pense que j'aurais dû amener mon casque pour faire tester aux gars du studio. Une prochaine fois, je pense. Certainement. Alors, parlons aussi des défis. Les défis auxquels, on va dire, la réalité virtuelle fait face, quoi. Encore aujourd'hui. Donc je pense que le plus gros défi, c'est l'accessibilité. Ça, c'est vrai. L'accessibilité. Mais aujourd'hui, ça se démocratise de plus en plus parce que certains cas sont devenus pas trop chers. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils valent la valeur d'un téléphone, d'un téléphone portable haut de gamme, par exemple. Et les défis aujourd'hui, c'est, comme je disais tout à l'heure, l'accessibilité. Donc, tout le monde n'y a pas accès, n'y a pas forcément accès. Et aussi, il y a aussi ce frein, en fait, que les gens se disent, par exemple, localement, les gens vont se dire, parler de réalité virtuelle, c'est uniquement du jeu vidéo, en fait. Alors que les gens ne savent pas forcément. Donc, l'éducation aussi, éduquer les C'est exactement gens ça. Donc, l'acceptation de la technologie, donc, ça a toujours été un freinage, pour toutes les technologies, donc ça évolue petit à petit. Mais aujourd'hui, ici, comme par exemple au Sénégal, ça évolue petit à petit, il y a des communautés qui se forment et les gens découvrent petit à petit la réalité virtuelle et adoptent ça. En fait. Sinon, il y a ce défi-là, comme je disais tout à l'heure, de l'accessibilité. Il y a aussi un défi de ressources humaines. En fait. Parce qu'aujourd'hui, nous ici, donc, on est très souvent consommateurs. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Bon. Ici au Sénégal, il y en a quelques-uns. Et pour pouvoir prendre des gens, les former, pour qu'ils sachent utiliser ça et faire utiliser à des gens ou développer des expériences dessus, ça aussi, c'est un très gros défi aujourd'hui. Je pense que la population doit être encore éduquée, pas seulement par rapport à la réalité virtuelle, mais vraiment la technologie en général. Il y a comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, on se dit lorsqu'on entend réalité virtuelle que c'est juste des jeux vidéo. Alors que c'est vaste. C'est comme, je pense, c'était vendredi, j'étais à un événement du Game Up Sénégal, par exemple, et j'ai rencontré une femme, je parlais avec elle de la réalité virtuelle, de ce que je fais. Elle me dit, il y a mon fils qui est très intéressé par ces jeux-là, il m'en parle, mais je ne comprends rien. Je lui dis, écoutez, nous organisons des événements pour faire découvrir ça aux gens. Et il y a beaucoup de personnes qui adhèrent et qui disent, mais je ne savais pas que ceci était possible. Effectivement. Donc, il y a un manque d'informations, il faut le dire. Tout à fait. C'est exactement ça. Donc, la mission de beaucoup d'entre nous qui sont ici aujourd'hui, c'est d'évangéliser les personnes, les faire connaître la technologie, les faire savoir que c'est pas uniquement du jeu vidéo, ça peut s'appliquer à l'éducation, au tourisme, à l'état civil et plein d'autres éléments. Effectivement. C'est vraiment très vaste. Pour ceux qui sont intéressés, vraiment, allez-y à la recherche des informations. Il y a tellement de groupes qui en parlent, si LinkedIn, un peu partout, si Instagram, on voit des vidéos et tout. Revenons sur, je sais pas si c'est votre domaine dans la conception. Comment ça se passe? Dans la conception de Ça veut dire concevoir ces différentes images-là pour intégrer dans le casque. Oui, tout à fait. C'est mon domaine. Alors, dans la conception, c'est comme on développe des applications, donc il faut utiliser des logiciels, un langage de programmation. Ensuite, il y a beaucoup de travail qui s'entremêle dedans, comme la modélisation, le design. De créer des environnements, des personnes en 3D.
les intégrer et puis les déployer. C'est comme du développement en fait. C'est comme du développement pour du mobile en quelque sorte. Donc, et il y a plein d'éléments qui interviennent, que ce soit aussi la robotique, le design, le code. On peut dire. Parce que s'il faut mettre des capteurs sur le corps, ça alors comme la oui, robotique. et pour ça, avant, lorsqu'on faisait de la réalité virtuelle, on avait plein de capteurs un peu partout dans la salle. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas parce que les casques ont des caméras embarquées dessus qui permettent de faire la détection en fait. Parce que les capteurs avant et les fils qui sont branchés, aujourd'hui, on n'en a pas vraiment besoin. Parce que le travail est plus simplifié. Tout à fait. Parce qu'il y a ce que l'on appelle la PCVR, donc c'est-à-dire de la réalité virtuelle assistée par ordinateur. Donc là, on est obligé de brancher le casque sur un ordinateur. Et le casque ne fait que streamer ce qui se passe sur l'ordinateur. Ok, je vois. Alors qu'il y a d'autres casques qui sont plus autonomes. Indépendants. Oui, qui sont autonomes, comme un téléphone, qui ont une autonomie de 3-4 heures et une mémoire de 128, 512, etc. Je vois. Et après, pour cela, bon, ils sont un peu moins puissants que ceux qui utilisent la puissance de l'ordinateur, mais n'empêche, ils sont capables de faire des choses aujourd'hui qui sont assez élevées. D'accord. Et vous pensez que ça va évoluer comme ça? Et récemment, j'ai regardé un film sud-coréen où il y avait une dame scientifique qui a créé des lentilles avec des lunettes. Donc ça, c'était comme un paquet, quoi. Il y avait des lunettes et des lentilles, mais qui permettaient de voir de la réalité virtuelle au travers. Ah oui, est-ce que vous pensez qu'on va arriver, ou ça existe déjà? Alors, aujourd'hui, par exemple, il y a certains casques qui ont, au niveau de leurs lentilles, parce que les casques ont de grosses lentilles, d'accord, c'est comme des jumelles. Et ces lentilles-là, il y en a certaines qui intègrent des capteurs, qui peuvent capter où est-ce que ta pupille regarde, exactement, aujourd'hui. D'accord. Donc cela existe déjà, mais de manière un peu plus grande. Mais c'est toujours normal parce que le premier ordinateur qui existait, il avait la taille d'une maison, d'une chambre. Et aujourd'hui, on a des ordinateurs que l'on met dans nos sacs. Donc ainsi de suite, ça va évoluer. Je pense qu'on va bientôt y arriver. Tout à fait. Parce que dans le film, je pense que la dame, elle a intégré, ça veut dire que lorsque la personne mettait ses lentilles ou bien ses lunettes, là, elle pouvait voir une personne mais virtuelle. Tout à fait, tout à fait. Et là... Alors ça, par contre, c'est un peu de la réalité augmentée. Par contre, parce que on ajoute des objets virtuels au monde réel. Je sais que la thématique c'est réalité virtuelle, mais j'aimerais qu'on parle un peu de réalité augmentée parce que même lorsqu'on fait des recherches, on a l'impression de toujours les mettre ensemble. Réalité virtuelle, réalité augmentée. Tout à fait. C'est quoi le concept de réalité augmentée? Le concept de réalité augmentée, il est encore plus simple. C'est comme j'ai dit tout de suite, c'est le fait de superposer des objets virtuels au monde réel à travers un équipement. Ça peut être un téléphone comme les filtres Instagram ou Snapchat. Je vois. Détecte ton visage. Ça permet de détecter, par exemple, une image sur un mur et de la faire animer à travers ton téléphone. Ou aujourd'hui, il y a des entreprises qui créent des lunettes qui permettent de faire ça. Et entre les deux aussi, il y a ce que l'on appelle la réalité mixte. En fait, comme par exemple, aujourd'hui, certains casques de réalité virtuelle sont capables de faire un peu de la réalité augmentée. Mais on appelle ça de la réalité mixte, en fait, parce qu'on utilise un équipement de réalité virtuelle pour faire de la réalité augmentée. Je vois. D'accord? Donc aujourd'hui, au lieu d'être uniquement plongé dans un monde virtuel complètement coupé, mais ce monde-là, on peut l'amener dans notre monde réel et mettre les deux même ensemble. Bah, c'est ce qui s'est passé en vrai. Donc, je savais pas que c'était de la réalité augmentée, mais effectivement, lorsqu'elle mettait ces lentilles-là, elle pouvait voir un monsieur qui était virtuel, mais dans un monde réel. Tout à fait. Donc, si tu as remarqué l'actualité, aujourd'hui, comme Apple a sorti ce que l'on appelle l'Apple Vision Pro, il permet de faire ça. Tu portes le Apple Vision Pro et tu peux avoir ton ordinateur devant toi et tu peux faire tout ce que tu veux avec. Je suis choquée de la manière, la rapidité, avec laquelle le monde va aujourd'hui. J'ai l'impression que dans 5 ans, 10 ans, ce sera plus la même chose. Un exemple très simple. Je vois des portraits devant nous aujourd'hui. Quelqu'un peut créer une expérience en réalité augmentée qui permet, en fait, juste avoir, je vois l'image de Cheikh Ahmadou Bamba derrière vous. Juste avoir l'image de Cheikh Ahmadou Bamba et automatiquement afficher un avatar de Cheikh Ahmadou Bamba qui va parler avec toutes les informations sur lui à côté, par exemple. Je suis vraiment bluffée, je suis complètement estomaquée de l'avancement de la réalité virtuelle et augmentée aujourd'hui. Mais bon, on va avancer sur les questionnaires, on va mettre de côté la réalité augmentée. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé de lorsque vous avez fait l'expérience et que lorsque d'autres personnes font l'expérience, ils ont souvent des maux de tête. On va revenir à cette question en disant quels sont les effets potentiels de la réalité virtuelle sur le cerveau?
Sur le cerveau. Sur le cerveau vraiment de l'être humain et aussi la conception de la réalité en général. Oui. Alors, toutes les personnes qui portent le casque pour la première fois, la plupart, lorsqu'ils le portent et qu'ils l'enlèvent, ils disent « Ah, je savais pas que j'étais ici en fait. » Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ça nous trompe un peu en nous faisant croire qu'on est dans un autre environnement alors qu'on ne l'est pas. Oui. Et autre chose, ça peut créer un problème d'équilibre parfois au niveau du cerveau, parce qu'on va penser être à un certain niveau alors qu'en fait on ne l'est pas vraiment, ainsi de suite. Et donc les personnes peuvent être un peu perturbées, ça peut créer des nausées, comme j'ai dit tout à l'heure, dépendant des expériences. D'accord? Donc aujourd'hui, lorsqu'on fait une expérience par exemple des montagnes russes, on peut faire une expérience de montagne russe en étant debout, par exemple. Je vois, il faut forcément être assis, sinon la personne tombe. Voilà. Donc aujourd'hui, les gens qui développent les solutions, ils recommandent, dépendant de la solution qu'ils créent, aux personnes d'être assis ou debout. Elles vont dire que telle expérience, elle est intense ou moyenne, ou il n'y a pas trop... Parce qu'on peut créer des expériences où on est statique, on est juste debout, en train de regarder autour. Là, ça va. Mais si c'est des expériences dans lesquelles il y a du mouvement, par exemple, ça peut créer, comme j'ai dit tout à l'heure, des maux de tête, des nausées. Mais dans le cerveau aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut permettre de développer certains réflexes. Oui, par exemple, lorsqu'on fait des simulations, et donc ça peut aller assez vite. Donc, les effets sur le cerveau, ils peuvent être aussi bien positifs comme négatifs, comme toute chose en fait. D'accord. Je pense que peut-être c'est à cause de ça que beaucoup de gens sont un peu sceptiques. Bon, pour les personnes qui s'y connaissent, bien sûr, parce que si une personne ne maîtrise pas le sujet et qu'elle est sceptique, ça ne compte pas vraiment. Tout à fait. Mais il y a beaucoup de personnes qui s'y connaissent un petit peu et qui sont sceptiques, qui se disent que peut-être ça va dérégler le cerveau de la personne. Aujourd'hui, plein de personnes, on leur dit, bah, écoute, tu peux tester le casque. Ils vont dire, non, je vais avoir des migraines. D'accord. on ne force pas les gens à porter les casques. Mais il faut pas d'abord avoir on va dire, certaines informations sur la santé de la personne avant qu'elle expérimente. Alors, si, parfois, d'autres fois aussi pas forcément, parce que les casques, par exemple, donc tu parlais de certaines informations sur les personnes, comme par exemple les casques aujourd'hui, on a la possibilité, en fait, de régler ce que l'on appelle la distance interpupillaire. Par exemple, certaines personnes, genre, ils ont les pupilles qui sont plus éloignées ou plus rapprochées. Oui, c'est vrai. Et donc, une personne qui a les pupilles un peu éloignées, si tu lui mets une résolution où c'est un peu rapproché, elle ne verra pas, donc ce sera flou. Et c'est comme quand une personne qui est myope ou hypermétrope porte un casque. Et donc aussi, il y a des moyens de régler au niveau des casques pour cette distance-là. Et même, il y a un moyen de régler la distance entre les lentilles du casque et les yeux. Donc, on peut soit les rapprocher et un peu les éloigner, mais c'est généralement de 5 cm maximum. Donc, c'est pas beaucoup. Et ça aussi, ça peut créer certains problèmes au niveau des yeux de certaines personnes également. Mais quand on parle de l'utilisation, est-ce que chez certaines personnes qui deviennent un peu dépendantes de ça, est-ce que il n'y a pas une perturbation sur la réalité? Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment accros à ça, surtout les personnes qui ont des casques, qu'on parle aux États-Unis par exemple, où c'est déjà assez répandu. Il y a des gens qui deviennent un peu accros parce que ils retrouvent un peu ce monde qui n'a pas dans la réalité. Ça crée pas une dépendance un petit peu? C'est comme toute chose, comme j'ai dit. Donc, une personne qui fume, qui tout le temps, qui est en train de fumer, pour qu'elle arrête, c'est un peu compliqué. Oui, c'est pareil ici aussi, en fait. Et généralement, à la longue, ça peut créer de la fatigue oculaire. Donc, généralement, c'est pas conseillé de porter ça pendant plus de 2 heures, par exemple, parce que sinon, ça crée ce que l'on appelle la fatigue oculaire. Les yeux vont être fatigués, on va commencer à avoir mal à la tête, par exemple. Et les gens qui sont dépendants, et donc il y a tous les problèmes de dépendance qui vont venir après, ils vont pas pouvoir s'en séparer et autres. Mais après ça, heureusement que les constructeurs ont un peu pris ça en compte. Et aujourd'hui, la plupart des équipements, ils viennent avec un moyen de très rapidement revenir à la réalité. Comme par exemple, il y a un casque de métal, le Meta Quest 3. On peut juste taper 2 fois sur le casque et tac, ça allume les caméras et ça te transpose le monde réel directement. Ok. Donc ça c'est quand même bon, c'est mieux. De toute façon, à l'éducation africaine, il y a beaucoup de nos parents qui disent, bon, pas que nos parents, même nous, on trouve que la manière dont on éduque les Africains est trop théorique et qu'on a souvent besoin de la pratique. Est-ce que la réalité virtuelle ne devrait pas être, comment dire, une solution pour cela? Tout à fait. Elle peut être une solution pour cela. En Afrique, bien sûr. Bon, on va dire au Sénégal particulièrement. On comprend comme au Sénégal. Donc, par exemple, il y a une entreprise ici au Sénégal qui avait créé un labo virtuel, un labo
d'expérience, d'accord, pour les étudiants de collège et de lycée, par exemple. Donc après, faudra voir comment faire adopter ça. Mais ça existe aujourd'hui, plusieurs solutions, en fait, comme je disais tout à l'heure, en histoire, en biologie, en géographie, plein d'éléments, en fait, on peut inclure la réalité virtuelle dessus en fait, parce que si tu te souviens bien, un enfant, par exemple, il retient plus rapidement lorsqu'il joue et en voyant. Et donc, j'expliquais tout à l'heure l'histoire de la Dior. Si on pouvait la vivre, les gens pourraient s'y retrouver beaucoup plus rapidement que si on ne fait que lire. Franchement. Et lorsqu'on fait que lire, et aussi, on peut inclure ce que l'on appelle la gamification dedans. Certes, tu apprends, mais en t'amusant. Et généralement, lorsqu'on s'amuse, on apprend beaucoup plus rapidement. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Franchement, j'espère que le gouvernement, on va dire, les dirigeants africains penseront à cela parce que, effectivement, comme tu viens de le dire, les enfants, on va dire, l'humain en général retient vite en maniant, en jouant, en touchant, en voyant. Tout à fait. Et donc, avec la réalité virtuelle, ce n'est pas juste une inclusion environnementale. Il y a aussi une inclusion sonore parce que le son à l'intérieur, il est ce que l'on appelle spatialisé. D'accord. Donc, tu es derrière moi, tu parles, j'entends de derrière moi. En fait, donc c'est pas un son unique. D'accord. Donc, l'immersion, elle est totale. Donc, comme j'ai dit, une immersion aussi bien visuelle que on peut également l'entendre, tout comme on peut également la toucher les éléments. Et donc, comme tu as dit tout à l'heure, lorsqu'on voit et qu'on touche les choses, on les retient beaucoup plus rapidement que lorsque on nous les montre simplement ou bien on nous les dicte. Oui. Franchement, pour l'histoire africaine, les Africains ne connaissent pas beaucoup leur histoire. Et si on pouvait avoir dans différents établissements l'opportunité de pouvoir rentrer en immersion, vivre avec un griot devant nous, par exemple, qui nous raconte l'histoire et qui nous la montre. Voilà, ce serait tellement beau. On se comprend. J'espère qu'il y aura ça dans quelques années. Vraiment, je l'espère parce que je souhaite aux générations futures de vivre ce que nous, on n'a pas forcément vécu. Et la réalité virtuelle peut être vraiment une solution à cela. Tout à fait. On va parler maintenant de vous. Enfin, on est toujours sur la thématique de réalité virtuelle, mais quel a été votre parcours? Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler dans la réalité virtuelle? Qu'est-ce qui m'a poussé à travailler dans la réalité virtuelle? Alors, pour commencer, donc je l'ai découverte comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quelques années de ça. Donc, la première fois que j'ai découvert la réalité virtuelle, c'était, comme j'ai dit, une expérience statique avec un téléphone qui est dans ce que l'on appelle un Google Cardboard. Donc, c'était en carton. On monte le téléphone, tu portes et tu regardes autour de toi. Une expérience de Superman. Ou bien tu es dans une forêt, tu peux regarder tout autour de toi en 360 degrés. Mais comme j'ai dit, c'était une expérience statique. Maintenant, après ça, je pense que c'était en 2020, si je ne me trompe pas. En 2020, donc une entreprise nigériane a organisé un événement, c'est un hackathon. Donc chez nous, les informations, on adore les hackathons. Donc développer une solution en 3 jours et gagner de l'argent, beaucoup de personnes aiment ça. Et donc ils ont organisé ça. Et donc de base, je suis développeur, donc je faisais du développement web, du développement mobile. Après, je suis passé au développement de jeux vidéo. Et après ça, donc le jeu vidéo peut être fait directement en réalité virtuelle également. Donc, ils ont organisé une compétition, ça s'appelle le AR/VR Africa Hackathon. Donc, ça se passait dans 17 pays d'Afrique. Et donc, ici au Sénégal, on y a participé. C'était ma première fois, en fait, à développer une solution en réalité virtuelle. Et que l'on me prête un casque, en fait. On m'a prêté un casque, on m'a dit, bah, écoute, tu peux déployer ici et tester. Et ce casque-là, je me souviens, ça s'appelait un Oculus Go. Le Oculus Go, c'est juste un casque et tu as un seul contrôleur. Aujourd'hui, il y a des casques avec 2 contrôleurs, en fait. Avec un seul contrôleur, et on a développé une solution, ça s'appelle Langaburi. Donc, c'est un jeu ici au Sénégal. Donc, ce qu'on a dit, on va faire redécouvrir la culture sénégalaise, mais à travers du jeu vidéo et en réalité virtuelle. Parce que le fait de jouer sur téléphone, on peut très bien voir ce qui se passe, mais en réalité virtuelle, comme je disais tout à l'heure, on est immergé dedans. Donc, on a refait un Langaburi en réalité virtuelle. Et depuis lors, quelques mois après, je me suis procuré un casque et j'ai commencé à travailler en réalité virtuelle. Et après cela, j'ai participé à un autre concours organisé par Free, le Free Innovation Challenge. On l'a fait en 2021 également. On a gagné avec ce même projet, mais plus avancé que la première fois, puisqu'on s'était procuré des casques et autres. Et après cela encore, j'ai été rappelé par AR/VR Africa dans leur édition de 2022 pour être coach et mentor. Et donc, je m'occupais de former les gens qui sont dans les pays francophones
à développer en réalité virtuelle. Ouais. Et donc, après cela aussi, j'accompagnais certaines équipes qui ont gagné dans leur pays sur une durée de 3 mois à développer ce que l'on appelle un MVP, une version préliminaire de leur application. Et ainsi de suite. Depuis lors, je suis dans le développement, la prestation. Donc, je crée des solutions pour différentes entreprises et également, je forme des gens à en faire. Ah, on sent beaucoup de passion quand vous parlez, vraiment ça. Ah, tout à fait. Vous transmettez la joie parce que moi je le dis, lorsque tu fais un métier que tu aimes, ça se voit. C'est exactement ça. Ça se voit par le rendu, par les produits, mais aussi par la manière dont vous présentez votre métier. C'est tellement beau et je souhaite à tout le monde de faire un métier que vous aimez. Ça, c'est la base. Et Monsieur Ouri, ça se voit qu'il aime la réalité virtuelle. Et il excelle dans ce domaine-là. Amin. Amin. Franchement, je suis très contente pour vous. Vous l'avez tellement bien dit. Et je vous souhaite, en tout cas, de toujours expérimenter, toujours avancer, toujours développer, toujours faire mieux. Merci. Jusqu'au centuple. Merci. Et on dit également que pour être bien dans un domaine, il faut l'enseigner, en fait. Donc, si on sait faire une chose et que l'on l'enseigne, en fait, ça nous permet de plus adhérer à cette chose-là et de faire adhérer d'autres personnes également. Effectivement. Franchement, merci beaucoup pour l'intervention. Je vous en prie. On va à la fin vraiment de l'émission. Ça me fait mal parce que c'est tellement une belle thématique, tellement réelle et passionnante que... On peut passer des jours à en parler. Ça, c'est sûr. On peut passer des jours à en parler. On va aller à la fin pour la dernière question. Selon votre expérience, quel est le conseil que vous donneriez aux téléspectateurs, aux gens qui sont intéressés par la réalité virtuelle, qui aimeraient tester? Quel est le conseil? Parce qu'il y a beaucoup qui ont peur, qui se disent que ça ne paye pas forcément, ou bien des trucs comme ça. Tout à fait. Quel est le conseil que vous leur donnez? En fait, c'est juste, take the jump. Donc, comme on dit en anglais, faut faire le saut de la foi. Direct. faut faire le saut de la foi et puis se former surtout, s'informer également, puisqu'aujourd'hui il y a des communautés qui existent. Donc je fais partie d'une communauté qui s'appelle Metafrique, et donc on est là pour montrer aux gens en fait que la réalité virtuelle c'est faisable ici même, que ça marche et que beaucoup de personnes peuvent le faire et que plus on est nombreux, plus on va loin. En fait, donc comme on dit, seul on est fort, mais ensemble on va plus loin. Donc voilà. Et donc aujourd'hui c'est juste, comme j'ai dit, de s'informer, de se rapprocher des communautés, de se former et d'expérimenter. En fait, c'est tout. D'accord, merci. Mesdames et messieurs, je rappelle qu'aujourd'hui on parlait de la réalité virtuelle et j'ai reçu Monsieur Mamadou Ouri Diallo qui nous a vraiment entretenu sur cette thématique, cette belle thématique. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le numéro d'aujourd'hui et j'espère que vous aussi vous avez aimé chez vous. Alors, je rappelle que nous sommes sur la télé-école, la chaîne 100% éducative. Merci d'avoir été avec nous. On se revoit pour une autre émission, une autre thématique. Restez avec nous et on se dit au revoir.